Bonjour à tous. Je suis Isabelle Gravet, enseignante de SES dans l'Académie de Lyon, et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette conférence, alors en commençant par l'extrémité Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, Hippolyte Dalbis, économiste démographe à l'École d'économie de Paris, et Jean-Christophe Dumont, qui est en charge des migrations internationales à l'OCDE. Notre thème aujourd'hui part du vieillissement démographique dans les pays de l'OCDE, qui génère deux types de conséquences à l'échelle internationale, c'est-à-dire des flux de capitaux modifiés donc par ce vieillissement démographique, et génère également des flux migratoires, puisque les pays de l'OCDE se retrouvent avec un besoin de main-d'œuvre auquel les flux migratoires répondent. Et ces flux de capitaux et ces flux migratoires représentent des défis, aussi bien pour les pays émergents que pour les pays de l'OCDE. Alors pour les pays émergents, le défi, c'est que les flux de capitaux, s'ils repartent vers les pays de l'OCDE, privent les pays émergents de capitaux nécessaires à leur croissance potentielle, évidemment. Donc ça va handicaper la croissance potentielle de ces pays. De la même manière, si les talents quittent les pays émergents pour aller travailler dans les pays de l'OCDE, c'est une perte de capital humain qui va aussi peser négativement sur la croissance potentielle des pays émergents. Dans les pays de l'OCDE, les flux de capitaux, on y reviendra, peuvent poser problème, mais la question centrale, c'est plutôt les flux migratoires. C'est-à-dire que ces flux migratoires, dans certains pays, posent des problèmes, notamment quand les politiques d'intégration ne sont pas couronnées de succès. Alors, on va traiter donc successivement ces différents aspects en interrogeant en fait la théorie économique, en interrogeant aussi les faits que nous observons, et on va évidemment faire écho aux conférences qui se sont déroulées hier sur des questions qui étaient proches. Donc, la première des questions, en fait, c'est Patrick Artus. Qu'est-ce que la théorie économique nous enseigne sur les flux de capitaux dans une situation dans un contexte de vieillissement démographique, et est-ce que cette théorie se retrouve observée dans les faits? Oui, bonjour à tous. Donc, vous verrez que cette table ronde a deux parties un peu distinctes, hein. Une partie sur les flux de capitaux et une partie sur les flux migratoires. On va essayer de faire un pont entre les deux parties. Donc moi, je pars de la structure démographique, de l'évolution démographique des grandes régions du monde. Alors, j'ai découpé le monde en quelques grandes régions. Et c'est des grandes régions, hein. Et donc vous avez les États-Unis, la zone euro, le Japon, les pays de l'OPEP, la Chine et tous les autres émergents hors OPEP et hors Chine et hors Russie, parce que on a des problèmes sur les statistiques russes pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et donc on voit finalement qu'il y a deux groupes de pays, hein. Il y a les pays qui sont en phase de vieillissement et où la population est relativement vieille, hein. La population de plus de 65 ans, c'est aujourd'hui plus de 30% de la population japonaise, presque 25% de la population européenne et à peu près 20% de la population américaine. Et la Chine se rapproche très vite du groupe des pays à population âgée, hein, avec
dans quelques années, la Chine sera vraiment dans le groupe des populations âgées. Et puis vous avez les pays de l'OPEP et l'ensemble des émergents hors Chine, hors Russie et hors OPEP qui ont une population très jeune. Vous voyez, les pays de l'OPEP ont une population de plus de 65 ans, simplement de 5% de la population totale, et qui reste à ce niveau, les pays émergents de 10%. Alors que nous dit la théorie? La théorie nous dit quelque chose d'assez simple, c'est que ces pays se situent à des moments différents dans leur cycle de vie, que les pays qui sont encore jeunes, en théorie, devraient accumuler des actifs extérieurs pour préparer leur retraite future. Et donc avoir des déficits, des excédents de leur balance courante qui correspondent à l'accumulation d'actifs étrangers, et qui leur permettront ensuite de vendre ces actifs étrangers quand le vieillissement sera là. Et les pays qui sont aussi déjà touchés fortement par le vieillissement démographique devraient désaccumuler des actifs extérieurs, c'est-à-dire avoir préalablement accumulé de la richesse investie dans le reste du monde, et vendre progressivement ces actifs étrangers pour soutenir leurs revenus dans la phase où le vieillissement est déjà là. Et donc ces pays devraient avoir des déficits extérieurs et avoir une perte de leurs actifs extérieurs préalablement accumulés. Et alors, si vous regardez les actifs ou les dettes extérieures nettes de ces grands pays, vous voyez qu'il y a assez peu de pays qui suivent ce résultat de la théorie. Le Japon, qui a un vieillissement qui est déjà ancien, devrait perdre des actifs extérieurs, c'est-à-dire vendre des actifs qui sont détenus à l'étranger par les Japonais pour soutenir leurs revenus une fois puisque le vieillissement est déjà présent. Les États-Unis, alors qui ont un vieillissement qui, si vous regardez 2022, qui est quand même relativement faible. 2022, la population américaine, 2023, qui a plus de 65 ans, fait à peine plus de 15% de la population totale. Donc ils sont nettement, les États-Unis sont un pays nettement plus jeune que l'Europe ou le Japon. Et donc les États-Unis ont une situation bizarre où ils ont accumulé une dette extérieure considérable, c'est-à-dire ils ne préparent absolument pas leur vieillissement futur. La zone euro devrait avoir déjà accumulé des actifs extérieurs et elle n'a pas encore, elle n'accumule pas d'actifs extérieurs, et on va voir que cette accumulation d'actifs extérieurs est terminée dans la zone euro. Les pays de l'OPEP alors sont conformes à la théorie, c'est des pays jeunes qui accumulent des actifs extérieurs. Les pays émergents sont les pays émergents, rappelez-vous, je remonte ici, les pays émergents sont un pays jeune et donc ils devraient accumuler des actifs extérieurs. Donc vous voyez qu'ils ont un déficit extérieur et une dette extérieure. Ça vient essentiellement des pays africains et des pays d'Amérique latine. Et donc ils n'ont pas préparé leur vieillissement futur. Et la Chine est finalement conforme à l'analyse théorique puisqu'elle a accumulé beaucoup d'actifs extérieurs. Et depuis qu'elle vieillit à partir de 2015-2016, elle vend une partie de ses actifs extérieurs pour soutenir son revenu intérieur. Donc finalement, si vous regardez les différents pays, le Japon ne suit absolument pas les enseignements théoriques de l'effet de la position dans le cycle de vie du pays sur son accumulation d'actifs extérieurs. Les États-Unis non plus, la zone euro non plus, les pays de l'OPEP oui, la Chine oui, et les pays émergents non. Et donc il y a peu de pays finalement qui ont une situation d'actifs extérieurs qui est cohérente avec leur évolution démographique. Si vous regardez pas les actifs extérieurs mais les balances courantes, vous avez exactement le même jugement. Le Japon devrait avoir un déficit courant, c'est-à-dire devrait rapatrier des actifs extérieurs détenus à l'étranger, et il ne le fait pas. Il continue à accumuler des actifs étrangers. La zone euro a arrêté d'accumuler des actifs étrangers, mais on a vu qu'elle avait un actif extérieur nul. Les États-Unis continuent à s'endetter auprès du reste du monde.
Et finalement, vous trouvez que seuls les pays de l'OPEP et la Chine ont une situation conforme à la théorie, avec dans les pays de l'OPEP la poursuite de l'accumulation d'actifs extérieurs, donc des excédents courants, et la Chine, l'utilisation de ces excédents courants. Vous voyez que l'excédent courant de la Chine diminue et va probablement devenir un déficit courant. Alors, pourquoi, deux questions pour finir, pourquoi y a-t-il tant de différences entre la théorie et l'observation, et qu'est-ce que ça pose comme problème, en particulier avec aux pays émergents? Pourquoi il n'y a pas enfin, le lien théorique entre la position démographique des pays et leur évolution démographique et leur situation d'actifs ou de dette extérieure ou leur situation de balance courante est si différente de la théorie? Probablement les flux de capitaux ont des motivations extrêmement différentes de la démographie. Vous avez beaucoup de flux de capitaux qui vont aux États-Unis parce que les États-Unis offrent des rendements, des investissements supérieurs aux autres pays. Et donc, il y a une attraction des États-Unis vers les États-Unis du capital mondial qui ne cesse pas. Et si vous regardez le poids des États-Unis dans les investissements en actions, dans les investissements directs, dans le poids du dollar dans les réserves de change mondiales, vous voyez qu'il y a toujours cette attraction des États-Unis pour les flux de capitaux internationaux. Et dernier point, il y a un vrai problème sur les pays émergents, en particulier les pays les plus pauvres, les pays africains ou les quelques pays d'Amérique latine ou des pays d'Asie du Sud. Ces pays ont un déficit de la balance courante. C'est assez logique parce que ces pays ont un stock de capital faible, donc ils doivent accumuler plus de capital. Donc c'est assez logique que la démographie ne se répercute pas vraiment dans les flux de capitaux de ces pays. C'est le faible niveau du capital par tête dans ces pays normalement incite ces pays à s'endetter auprès du reste du monde. Le problème, c'est que leur situation de dette extérieure nette, vous voyez que ces pays émergents ont une dette extérieure nette importante, fait que les taux d'intérêt, le coût du capital pour ces pays est extrêmement élevé. On a des primes de risque par rapport au dollar sur les dettes des pays émergents qui sont de 4 ou 5%, et dans quelques cas qui sont beaucoup plus importantes. Il y a peu de pays émergents qui ont un coût du capital, qui ont des taux d'intérêt à long terme proches des taux d'intérêt américains. Par exemple, le Maroc, mais c'est un exemple extrêmement rare. La plupart des pays émergents ont un coût de leur dette extérieure et un coût de leur dette publique extrêmement élevé. Donc il y a un cercle vicieux qui se fait dans les pays émergents. Ils n'ont pas d'actifs extérieurs, donc ils présentent du risque pour les investisseurs, mais ils ont un besoin d'investir. Mais ce besoin d'investir ne peut se faire qu'à un coût de l'endettement extérieur extrêmement élevé à cause de leur position de pays endettés auprès du reste du monde. Et donc, ils n'arrivent pas à rattraper leur handicap, leur retard de revenus par tête, parce qu'il y a un sous-investissement chronique dans ces pays, parce qu'il y a un effet boule de neige de la dette extérieure et de la dette domestique qui est dû à cette prime de risque très élevée et qui est liée au fait que ces pays ont une dette extérieure très élevée. Mais on voit pour ces pays, il y a une contradiction entre la détermination démographique de la position extérieure et la détermination par le fait que ces pays ont besoin d'attirer du capital pour augmenter leur capital par tête. Mais c'est ce besoin qui domine, qui l'emporte, puisque ces pays ont une dette extérieure. Mais malheureusement, ça aboutit à une situation extrêmement dangereuse pour ces pays où le coût de la dette est croissant par rapport au coût de la dette dans les pays occidentaux. Hippolyte. Merci. Je voulais juste réagir sur un point de la présentation, pas sur l'ensemble, parce que en fait, ce que tu évoques, c'est tu vas mettre en relation deux variables, dont une qui est le degré de vieillissement d'un pays, quoi. Et tu utilises une mesure qui est extrêmement répandue, qu'on trouve partout, dans tous les manuels de l'ONU, j'imagine dans les manuels de SES, etc., qui est la part des gens qui ont plus de 60 ans dans une population. D'accord. Parfois, audace énorme, c'est la part des 65 ans, des plus de 65 ans dans la population. Et ça, c'est souvent considéré comme le bon critère, en fait, d'une population vieille. Si ce machin-là augmente, on se dirait qu'on est plus vieux.
si on y réfléchit une minute, en fait, c'est pas si évident, quoi. Je veux dire, supposez que, par exemple, on se met tous à vivre jusqu'à 200 ans. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais voilà, ça dépend dans quel état. Mais mettons qu'on vive tous jusqu'à 200 ans, vous voyez, la part des gens qui vont avoir plus de 65 ans va devenir énorme. Et pourtant, d'une certaine manière, on aura rajeuni. À 65 ans, on sera beaucoup plus jeune qu'on ne l'était dans la situation d'avant. Donc il n'y a pas forcément de sens d'avoir un âge à partir duquel on devient vieux qui soit fixe entre les pays et qui soit fixe au cours du temps. À partir du moment où l'espérance de vie augmente beaucoup, si individuellement on vit de plus en plus longtemps, eh ben, on s'attend à ce que la part des gens de plus de 65 ans augmente dans la population. Alors c'est pour ça que cet indicateur peut être considéré comme étant un peu biaisé, parce que finalement, ce qu'on veut mesurer, c'est la part des vieux dans une population. On ne veut pas mesurer le fait de savoir si les gens vivent longtemps. Alors, se pose la question de à quel âge on devient vieux. Et dire, par exemple, qu'on devient vieux à 65 ans, c'est un peu étrange, parce que vous regardez une personne de 65 ans aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec une personne de 65 ans, il y a 20 ans ou 30 ans. Alors, vous pouvez prendre d'autres indicateurs, certains l'ont fait, moi j'ai fait dans des articles précédents aussi. C'est par exemple, je peux dire que un vieux, c'est une personne qui a moins de 10 ans d'espérance de vie. S'il vous reste moins de 10 ans d'espérance de vie, eh ben, vous tombez dans les vieux. Et donc vous voyez bien qu'au cours du temps, eh ben, l'âge auquel on n'a plus que 10 ans d'espérance de vie lui-même évolue. Et vous pouvez recalculer comme ça la part des gens qui ont moins de 10 ans d'espérance de vie dans votre population. Alors, si on fait ça, en fait, on le fait par exemple pour la France, on s'aperçoit que la France n'a pas vieilli, contrairement à ce qu'on avait dit, etc. Moi, lorsque j'étais au lycée, etc., on me disait la population vieillit, etc. En fait, la population n'a pas vieilli à peu près jusqu'à 2010. On avait la part en fait de ces personnes était à peu près stable entre 1970 et 2010. Et ce n'est qu'après qu'elle a fortement augmenté. Ce que je veux dire, c'est que parfois, lorsqu'on ne trouve pas les relations que l'on veut, ou en tout cas les relations que l'on a en théorie, c'est peut-être aussi qu'on mesure le phénomène d'une façon qui n'est pas appropriée. Mais Hippolyte, ce qui m'intéresse ici, c'est des flux de capitaux qui sont liés à l'épargne ou à la désépargne. Donc en fait, il y a quand même un moment où l'âge de la retraite intervient beaucoup. Et donc, au moment où on prend sa retraite, son revenu diminue. Et donc, normalement, on commence à désépargner, même si on est en parfaite santé, si on peut toujours monter au Mont Blanc. Et donc, donc j'ai un intérêt, je n'ai pas un intérêt vieillissement, j'ai un intérêt cycle de vie lié au système de retraite, quoi. Donc, super, donc je prends un autre indicateur qui serait la part des gens qui sont à la retraite, au moins la part des gens qui ont plus que l'âge de la retraite. Et vous savez que depuis la fin des années 90, cet âge moyen auquel on part à la retraite a très fortement augmenté en France. Oui, mais bon, comme pour un souci d'homogénéité, enfin, on sait bien que les Chinois partent à la retraite à 60 ans, que les Européens partent à la retraite à 64, 65 ans et que les Américains partent un peu plus tard. 65 ans n'est pas complètement absurde pour faire une comparaison sur les flux d'épargne. Je suis d'accord que sur une comparaison sur les attitudes ou les problèmes de santé, etc., il faut utiliser ton indicateur. Je pense que pour une comparaison des flux d'épargne interpays, il est mieux d'utiliser quelque chose qui est proche de l'âge de la retraite. Et il est peut-être d'autant mieux d'utiliser cet indicateur qui permet de différencier les actifs des inactifs, que du fait du vieillissement démographique, nous avons un problème de pénurie de main-d'œuvre dans les pays de l'OCDE. Et si Jean-Christophe veut bien prendre le micro, nous avons des flux migratoires. Et là, je crois que nous avons également sur les flux migratoires des idées reçues qui ne sont pas nécessairement celles de théorie, mais des idées reçues entre ce que la population imagine de la migration et déjà qu'est-ce qu'un migrant et sur la réalité des chiffres.
Bon, merci beaucoup. Effectivement, le lien va être difficile quand même avec la discussion précédente, si ce n'est par le truchement de la question du vieillissement. Et c'est vrai que souvent, on présente le phénomène migratoire comme un peu inéluctable dans le contexte du vieillissement démographique. Et effectivement, on a un accroissement très rapide de la population, et notamment de la population jeune sur le continent africain. On a un vieillissement aussi très rapide, déjà bien avancé en Europe et dans une partie de l'Asie. Et des fois, on est amené à faire un lien peut-être un petit peu mécanique entre les deux tendances qui aide pas au débat nécessairement public, parce que ça, évidemment, on voit le signal que l'immigration est peut-être un phénomène qu'on ne peut pas contrôler, qui va nécessairement être croissant, qui est très important quantitativement, et notamment en France, on a cette perception d'une immigration particulièrement élevée. On pense aussi qu'elle est dominée par notamment l'immigration familiale ou la question des réfugiés. On pense de fait que l'immigration souvent est peu qualifiée, en tout cas par rapport au niveau de qualification de la population des pays qui les accueillent. Et si on continue dans les idées reçues, qu'il y a un déficit d'intégration et que finalement tout ça conduit à un coût pour les finances publiques, et en bouclant la boucle, que du coup c'est pas du tout la solution pour le vieillissement démographique, parce que ça va faire qu'accroître les déficits publics. Sans parler évidemment des idées reçues qui ont un petit peu vécu, c'est un petit peu moins présent dans le débat public aujourd'hui, sur l'impact de l'immigration sur les salaires, qui a été, sur le chômage, qui a été dans les années disons 80-90 très, très fortement disons évoqué. Alors, ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est évidemment de battre en brèche certaines de ces idées reçues qui conduisent sans doute à placer l'immigration plus comme un problème à résoudre que comme un phénomène démographique normal, si on peut dire, et en tout cas potentiellement comme une partie disons de la solution à certains des problèmes, en tout cas si l'immigration est bien gérée. Le premier point que je veux faire, c'est un point presque de vocabulaire. Quand on dit migrant dans le débat public, dans les médias, souvent on pense réfugiés ou personnes qui sont, disons, forcées de passer une frontière pour des raisons de protection. Quand on dit migrant économique, on pense souvent demandeur d'asile qui va être débouté parce que vient pour des mauvaises raisons. En réalité, la migration, elle est composée pour une très large part d'autres composantes. Si on regarde sur l'ensemble de l'OCDE, c'est environ 5 millions, ça va être un petit peu plus en 2022, mais c'est en moyenne 5 millions de personnes qui viennent s'installer dans les pays de l'OCDE chaque année. De manière durable, permanente. Les réfugiés représentent seulement 10% de ce total. La première catégorie d'immigration dans les pays de l'OCDE, c'est l'immigration familiale. C'est 40%. C'était aussi une dominante de l'immigration en France qui s'étiole, la part de l'immigration familiale diminue. Elle représente en 2022 seulement 30% à peu près. Et à peu près la moitié de cette immigration familiale en France, en réalité, est le fait de Français qui se marient avec des étrangers, et pas du tout le fait d'étrangers qui font venir leur conjoint. L'immigration de travail, c'est environ 20%, et une catégorie qui se classifie de manière, disons, particulière, qui est
ce qu'on appelle la migration dans les zones de libre circulation, principalement la migration à l'intérieur de l'Union européenne, dont les motifs sont pas forcément identifiés par des catégories administratives, représentent aussi environ 20% de l'immigration. Donc en réalité, la perception que l'immigration allait dominer par des motifs humanitaires, c'est une perception qui est tout à fait erronée. Alors, est-ce que l'immigration est un phénomène important? C'est environ 3% de la population mondiale. C'est en très légère augmentation, mais relativement stable sur les dernières décennies. Quand on regarde ce qu'elle représente dans la population, et notamment en France, si on prend la définition de l'INSEE, les immigrés, c'est les gens qui sont nés étrangers à l'étranger, ça représente 10,2%. Si on prend la définition plus standard de l'ensemble des personnes qui sont nées à l'étranger, c'est-à-dire avec notamment les enfants d'expatriés, enfin en tout cas les gens qui sont nés français à l'étranger, on atteint 13% dans le cas de la France. Et ça se compare par exemple à 16% en Allemagne, 17% en Belgique, 20% en Suède, 30% en Suisse, etc. Il n'y a pas en réalité en effectif en France une population immigrée qui soit plus importante que celle qu'on observe chez nos voisins européens ou ailleurs, évidemment dans l'OCDE, sans parler évidemment des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, Israël, qui sont des pays qui se construisent avec l'immigration. En flux, en fait, c'est pareil. Les flux migratoires vers la France représentent environ 0,4% de la population française chaque année. Pour la moyenne de l'OCDE, c'est 0,7%. Donc c'est presque 2 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. L'immigration en France paraît comme un phénomène important parce que souvent on fait un amalgame entre les immigrés et leurs enfants. Et c'est vrai que comme l'immigration est un phénomène ancien en France, si on comptabilise les immigrés et leurs enfants, et voire même, disons, toutes les personnes qui auraient un de leurs grands-parents qui soit immigré, on arrive à 34% si on regarde la troisième génération, on arrive environ à 26% si on regarde la seconde génération. Et en réalité, ça, c'est plutôt élevé en comparaison internationale, encore une fois, parce que l'immigration est un phénomène ancien, mais on parle de gens qui sont nés en France, qui sont français et qui ont fait l'ensemble de leurs études en France. Donc il y a un amalgame comme ça qu'on retrouve bien dans les enquêtes d'opinion. Hein. Quand on demande aux Français combien ils pensent qu'il y a d'immigrés en France, ils ne répondent pas 10%, mais ils répondent 20%. Donc ils se trompent très largement. Et d'ailleurs, ils s'auto-déclarent, enfin ils s'identifient aussi comme étant mal informés sur les questions migratoires. Une très grande majorité d'entre eux, plus de 70%, disent qu'ils sont mal informés sur les questions d'immigration. Et effectivement, ça se reflète dans leur connaissance du phénomène. Autre idée reçue, si on interroge les Français sur la proportion de gens en situation irrégulière qui pensent être présents sur le territoire, ils répondent à 64% qui pensent qu'il y a au moins autant de personnes en situation irrégulière que de personnes en situation régulière. Or, si on compte environ 8 millions de personnes immigrées en France, la fourchette haute des estimations pour les personnes en situation irrégulière ne dépassera pas 700 000. Et donc on est loin, évidemment, d'une égalité. De la même manière, si on interroge les Français ou les résidents des autres pays de l'OCDE sur le niveau d'instruction des immigrés, on a une majorité de gens qui répondent que le niveau d'instruction est très faible et en tout cas bien en deçà de ce qu'il représente dans la population générale, alors qu'en France par exemple c'est 35% des immigrés qui sont diplômés du supérieur, 40% si on se concentre sur ceux qui sont arrivés depuis moins de 5 ans, et ça se compare à un chiffre de 41% pour la population générale. Donc en réalité, oui, il y a une différence, même dans le cas français, mais cette différence est relativement marginale. Donc tout ça pour dire que cette question de l'immigration, elle, en tout cas dans le débat public, se fonde sur une méconnaissance du phénomène qui n'aide pas à avoir un débat public apaisé et construit sur cette question. Mais si le débat n'est pas apaisé sur cette question, peut-être que la question des politiques d'intégration est
un peu responsable, non? Ouais. Est-ce que je peux parler un petit peu quand même de la mesure? Juste avant, je veux bien. Parce qu'il y a quand même, c'est un des éléments en fait du discours populiste, hein, c'est de dire les chiffres officiels de la migration sont faux, les chiffres sont trafiqués, et il y a beaucoup de personnes qui finalement ont un succès dans le débat public en disant moi je vais vous donner les vrais chiffres de l'immigration. Et peut-être, si vous voulez bien, je vais prendre 1 ou 2 minutes pour expliquer comment on fait les chiffres de l'immigration. Voilà. Et après, on fera l'intégration. Hein, mais voilà, peut-être pour rebondir à la question, ou en tout cas à la première intervention. Donc, donc, il y a les étrangers. Hein, les étrangers, c'est facile, c'est ceux qui ne sont pas français. Et puis, il y a les immigrés. Alors, voilà. Et l'immigré, c'est une personne qui est arrivée étrangère en France, donc qui est née étranger à l'étranger. D'accord ? A priori, c'est ça. Mais la difficulté... Alors, certains pays ont des registres de population. Donc, lorsque vous arrivez dans un pays, vous devez vous enregistrer typiquement à la mairie, etc. Et donc, ces pays-là n'ont pas tellement de problèmes, finalement, pour établir les statistiques migratoires. Nous, typiquement, on n'a pas de registre de population. On n'a pas cette obligation-là. Donc, on va devoir faire un petit peu différemment. Et difficulté supplémentaire, je dirais... finalement, dans l'esprit, un immigré, ce n'est pas juste un étranger qui est en France. C'est un étranger qui est en France et qui a un souhait, une volonté de s'installer. D'accord ? Donc le touriste qui vient passer 2 jours à Paris pour, je sais pas quoi, pour les Jeux Olympiques, il n'est pas immigré. D'accord ? Et d'ailleurs, il y avait justement toutes ces discussions sur les expats. Souvent, les Africains nous disent « Ah bah oui, quand nous, on arrive chez vous, on est les immigrés. Quand vous venez chez nous, vous êtes les expats. » D'accord ? Donc, c'est vraiment... Donc ça, c'est très important parce que déjà, on a une dimension un petit peu subjective. D'accord ? C'est compliqué de savoir si les gens veulent rester ou veulent pas rester. Donc, on est obligé de rentrer déjà dans des espèces de conventions. Et les conventions un petit peu internationales, c'est que finalement, si vous restez au moins 1 an, d'accord, eh ben, vous êtes considéré comme immigré. D'accord, si vous restez moins longtemps, vous n'êtes pas immigré. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut inclure les étudiants internationaux, vous voyez, parmi les immigrés. D'accord, donc c'est pas si simple. Hein, vous voyez, en fait, c'est pas compliqué, quoi. Mais je veux dire, c'est un petit peu subtil. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Traditionnellement, on peut prendre le recensement. D'accord, lorsqu'il était, je dirais, exhaustif, hein, lorsque vous comptiez toute la population, ben vous demandiez en plus aux gens s'ils étaient français, quand est-ce qu'ils étaient arrivés, etc. Et donc là, on pouvait avoir une mesure du flux migratoire. Manque de chance, en fait, le recensement en France était au mieux fait tous les 5 ans. D'accord, donc pour avoir des flux annuels, ben on ne savait pas vraiment faire. Aujourd'hui, il est roulant, etc., mais il est plus exhaustif. D'accord, donc c'est une des sources. Mais ce n'est pas forcément la source la plus fiable. Moi, la source que j'utilise avec une collègue, où on établit justement ces flux migratoires pour l'INET et Ikram Boubtan, on utilise les titres de séjour. Donc, on utilise des fichiers en fait, qui proviennent des préfectures et qui recensent l'ensemble des titres de séjour. Mais, et c'est ça, il y a un mais tout de suite, c'est que finalement, il y a des étrangers, il y a des immigrés qui, pour venir, n'ont pas besoin d'un titre de séjour, donc pas besoin d'une autorisation légale. Et c'est typiquement les Européens, parce qu'on est dans une zone de libre circulation, et donc pour aller dans un autre pays. Donc on se restreint juste sur un champ qui est très particulier, vous voyez, qui sont les étrangers qui ont demandé et obtenu leur titre de séjour, donc qui sont là légalement, et puis qui proviennent d'un pays, qui sont ressortissants d'un pays auquel on impose en fait un titre de séjour. Donc en gros tout le monde sauf l'espace économique européen. Et donc concrètement, ce qu'on a, c'est qu'on a les fichiers de la préfecture, donc on a tous les fichiers, et on va on va sélectionner, on va essayer de repérer les gens avec tous les titres qu'ils ont, et on va repérer la date à laquelle ils ont eu leur premier titre de séjour d'au moins 1 an, d'accord, pour satisfaire à cette idée. Donc si par exemple quelqu'un a eu, je sais pas quoi, 5 ou 6 fois des titres de 3 mois, eh ben, il sera resté plus d'1 an, mais nous on l'aura pas eu. D'accord, on va être obligé. C'est vraiment cette idée de l'intention, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez ce titre d'au moins 1 an, pour la première fois, on vous repère. D'accord, et on calcule les flux. Et c'est pas si mal, parce que déjà, les titres sont très bien recensés, déjà c'est exhaustif, c'est pas une espèce de sondage. Et puis en plus, il y a des gens qui vivent sans titre de séjour, c'est vrai, mais en fait pas très longtemps.
D'accord. Et vous avez une petite, il y a une petite partie des étrangers qui sont là sans titre, alors qu'ils devraient avoir un titre, mais en fait, c'est pas très long. D'accord. Donc vous avez, entre guillemets, cette petite erreur. Je suis trop long? Pardon. Non, pardon. Et puis alors, de temps en temps, on me dit, du coup, vos stats sont fausses. Je dis, oui, mais le PIB aussi, il est faux, d'accord. Il y a de l'illégal aussi dans le PIB. Je veux dire, c'est bon, il n'y a aucune variable en sciences sociales qui soit mesurée de façon parfaite, quoi. Je veux dire, à part peut-être en démographie, les naissances et les décès, là, à peu près, je veux dire, on est presque à 100%, presque, hein, mais je veux dire, à 100% de réussite. Mais sinon, tout le reste des sciences sociales, il y a des mesures qui sont... Donc on récupère ces choses-là. Et une fois que vous avez finalement ces titres, vous pouvez reconstruire les flux annuels et après les décomposer éventuellement selon le motif pour lequel, qui est inscrit sur votre titre, alors qui n'est pas forcément votre motif réel pour venir. L'administration française vous a donné un titre, un motif familial, mais évidemment que la migration est multiple. Hein. Les gens ont des vies qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'il peut y avoir sur un titre de séjour, et donc vous venez au titre familial, mais vous allez aussi travailler éventuellement, et d'ailleurs vous avez le droit de travailler parce que vous avez un titre comme ça, et puis peut-être que même vous allez reprendre vos études, etc. etc. D'accord. Donc il y a tout ça. Là, je suis en train de faire ceux de 2021, parce qu'évidemment, il y a des délais d'enregistrement, donc on est lent, etc. Mais donc pour 2021, on serait à 250 000 à peu près. Donc si je prends un flux de 250 000, c'est-à-dire qu'on est revenu au niveau 19. D'accord. Donc évidemment, il y a eu la baisse avec la pandémie, pas énorme, mais il y a eu une baisse, et puis on est revenu à 19. Plus... Maintenant, les Anglais. Depuis le 21, il faut rajouter les Anglais qui, eux, ont besoin. Et là, on a un flux de 100 000. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas comment vont être présentées les choses, mais c'est vrai que si on somme toutes les... un flux de 100 000 Voilà. Non, pour l'instant, oui, à peu près, il y a 100 000 Britanniques qui ont demandé... En 2021. Parce qu'il y a un effet du stock. Et donc, je dis tout de suite, attention, parce que dans le débat public, ça ne va pas manquer. C'est-à-dire que les gens vont comparer une situation avec celle qui prévalait avant, où les Anglais n'avaient pas besoin d'avoir le truc. Donc on va être sur du... On va dire, ça a explosé. Alors nous, on fait très attention. On dit non, il ne faut pas mettre les Britanniques avant, et on espère que ça va attendre. Alors, évidemment, il faut rajouter les Européens pour avoir le vrai flux migratoire. Et là, donc celui-là, il est estimé justement par les enquêtes de recensement. Donc le chiffre qui traîne habituellement, c'est 100 000, mais on ne sait pas trop, quoi. C'est à peu près 100 000, on dit ça. Mais je veux dire, c'est selon le recensement. Donc 100 000 entrées d'Européens chaque année, près, ouais. Mais combien de sorties de Français? Alors. Et je finis juste. Non. Alors je finis pas, je te laisse. Non, mais le premier point, c'est que je pense qu'évidemment, il y a débat sur les chiffres, et on peut débattre, comme tu l'as dit, d'à peu près toutes les statistiques publiques. Aucune n'est parfaite. Je pense qu'il faut quand même éviter de donner l'impression qu'il y a une incertitude et qu'il y a un manque de connaissances sur les phénomènes migratoires qui serait, disons, plus important que sur d'autres phénomènes, premièrement, et deuxièmement, de nature à changer la perception qu'on a du phénomène. En réalité, il y a plusieurs façons de mesurer. Le ministère de l'Intérieur mesure les premiers titres de séjour. Nous, on mesure ce que j'ai appelé tout à l'heure dans les 5 millions, les titres permanents, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens aient un titre d'un an, mais on inclut tous les titres qui sont potentiellement renouvelables avec peu de contraintes, c'est-à-dire qu'en gros, que les gens restent ou pas, on essaye d'identifier les gens qui ont la possibilité de rester s'ils le souhaitent, et c'est ça qu'on considère comme des migrations permanentes. Effectivement, on peut prendre la définition des Nations Unies, qui d'ailleurs a changé récemment, des titres de plus d'un an. Au final, le chiffre est à peu près le même. On avait 270 000 en 2021, on a 300 000 en 2022 pour la France. L'ordre de grandeur est le même, et l'ordre de grandeur en comparaison internationale est toujours valable. C'est-à-dire que la France, qui pense avoir une immigration particulièrement importante, n'est plus depuis... on va dire les années 80, un grand pays d'immigration, même si, et ça il faut aussi le reconnaître, l'immigration ces dernières années a beaucoup augmenté.
On était sans doute autour ça a presque doublé, peut-être en 15 ans, en termes de flux. Donc c'est important. Il ne faut pas donner l'impression qu'on vous cache quelque chose, parce que justement, à mon avis, ça alimente... Alors moi, j'espère que je n'ai pas donné cette impression. Non, mais je pense que c'est important d'expliquer comment les choses sont faites, et c'est subtil. Et je pense qu'il y a beaucoup de profs de SES ici. Vous êtes habitués à présenter les chiffres du chômage. Le chômage, c'est une réalité qui est complexe, et il y a beaucoup de façons de l'appréhender. Il n'y a aucune raison que sur le sujet de la migration, le fait qu'il y ait plusieurs façons de l'appréhender et qu'il y ait potentiellement plusieurs chiffres parce qu'il y a des définitions différentes, soit une volonté justement de brouiller le message. Mais effectivement, si on veut, si on n'a même pas besoin d'inventer les chiffres. On peut tout simplement agréger les chiffres. Si on prend les premiers titres de séjour, donc y compris les étudiants, qu'on ajoute la demande d'asile et qu'on ajoute un certain nombre de personnes qui sont entrées de manière irrégulière, on est sans doute autour de 500 000, si ce n'est plus, entrées durables potentiellement par an en France. Mais on peut prendre ces chiffres de différentes manières. Encore une fois, le sujet, c'est pas vraiment celui-là, c'est celui de la comparaison internationale. C'est-à-dire que ce soit beaucoup ou peu, finalement, ça aussi, c'est une notion de perception. Enfin, ce que dit Front National, c'est que, en gros, c'est la ville de Rennes qui arrive chaque année en France. Maintenant, si vous divisez le nombre... Il y a 700 000 naissances, 500 000 immigrés, exactement. C'est beaucoup. Donc voilà, ces ordres de grandeur peuvent être présentés de différentes manières. Ce qui est important, effectivement, il y a différentes façons de présenter ces statistiques et différentes façons de les comptabiliser. Mais ce qui est important, c'est qu'en réalité, c'est un phénomène qui n'est pas incontrôlé et qui n'est pas démesuré, en tout cas par rapport à ce que les autres pays de l'OCDE reçoivent en termes de flux migratoires. Et ce n'est pas principalement une immigration peu qualifiée, et ce n'est pas principalement une immigration subie, entre guillemets, qui serait liée au regroupement familial des vagues d'immigration précédentes et aux conflits et aux migrations humanitaires. Maintenant que nous sommes d'accord sur les ordres de grandeur et que nous avons compris à quel point la statistique pouvait être établie de façon quand même relativement précise, quels sont les effets de ces flux migratoires sur le marché du travail, sur les finances publiques? Alors, Hippolyte complétera, mais sur le marché du travail, il y a une vaste littérature qui regarde disons, l'effet des migrations sur le marché du travail dans différents contextes, y compris en France, avec des travaux d'Ekram Bouktan et d'Hippolyte. Disons, si on veut résumer cette littérature, c'est qu'à long terme, les effets sont neutres, voire positifs. À court terme, et selon les groupes qu'on considère, ils peuvent potentiellement être négatifs. Et évidemment, ça dépend de la conjoncture économique, du niveau d'éducation, ou en tout cas du profil des immigrés, et aussi de leur intégration sur le marché du travail. Donc, c'est pas pour dire circuler, il n'y a rien à voir, mais c'est vraiment des effets de second ordre, positifs ou négatifs, selon les groupes auxquels on fait référence et le temps dans lequel on inscrit l'analyse. Sur les finances publiques, là aussi, c'est difficile de mesurer d'une façon définitive l'impact fiscal de l'immigration. On s'y est essayé plusieurs fois à l'OCDE en 2013 et en 2021. Et là aussi, pour faire une histoire longue assez courte, ce qu'on montre, c'est que dans tous les pays de l'OCDE, les immigrés contribuent plus en cotisations sociales et en impôts qu'ils ne reçoivent en prestations individuelles, y compris en termes d'éducation, de santé, d'allocations chômage familial et autres prestations sociales. Donc c'est vrai dans tous les pays de l'OCDE. Quand on ajoute les dépenses publiques qui peuvent être, disons, proratisées par tête
je sais pas, les dépenses d'infrastructure, de transport, tout un tas de dépenses publiques qui ne sont pas individuelles, mais qui dépendent de la taille de la population. On retrouve dans beaucoup de pays un impact négatif, mais qui est relativement faible. Et qui en France est, je vais retrouver les chiffres dans 2 minutes, qui en France est, je vais vous retrouver le chiffre, est positif, c'est 0,2 points de PIB quand on prend en compte ces dépenses qui sont proratisables. Après, il y a les biens publics purs, notamment le service de la dette, les dépenses de l'État central, les dépenses militaires. Quand on prend en compte ces dépenses publiques supplémentaires, on arrive à un chiffre négatif et qu'on fait l'hypothèse que, disons, les immigrés ont une part de cette dépense publique, hein, c'est-à-dire que si la population immigrée est plus grande, en fait, ils doivent une part de la dette. Alors on retrouve un chiffre négatif, mais ce chiffre, il est aussi négatif dans beaucoup de pays pour les natifs parce qu'il y a des déficits publics au final. Donc en gros, ça dépend ce qu'on prend en compte dans la dépense publique, mais l'idée en premier lieu que les immigrés recevraient plus en prestations individuelles qu'ils ne cotisent, cette idée est fausse. Et en réalité, s'il y a des écarts au final, c'est bien plus souvent dû au fait qu'ils ont des niveaux de rémunération qui sont plus faibles, qu'ils ont des taux d'emploi qui sont plus faibles, et pas parce qu'ils reçoivent plus de prestations sociales que les non-immigrés. Hippolyte ? Alors, donc, il y a les études empiriques, etc. Moi, j'ai contribué. Voilà, les gens ne sont pas forcément d'accord. Je pense qu'il y a du coup, le consensus se fait sur le fait qu'il y aurait assez peu d'impact finalement de la migration. Moi, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec ce consensus. Et mes travaux, ils ont plutôt tendance à montrer que la migration a un effet extrêmement positif sur l'économie, que ce soit sur le PIB par tête, sur le chômage, ou sur même le solde des finances publiques. Le point qui est, je dirais, le plus intéressant, c'est, et peut-être à faire avec vos étudiants, etc., c'est de repartir en fait des raisonnements simples de l'économie. D'accord ? Si on se dit, quel va être l'effet de l'immigration sur le marché du travail ? Je prends un marché du travail tel qu'on a tendance à le représenter pour la première fois, c'est-à-dire avec une courbe d'offre de travail et une courbe de demande de travail. Et puis ils se rencontrent tous les deux et puis ça nous donne un salaire. D'accord ? Et finalement, l'immigration, ça doit être une augmentation de l'offre de travail. Il y a plus de gens qui veulent de travailler. Donc, si la demande de travail reste la même, le salaire va baisser. En tout cas, ce que nous dit la théorie de base, et c'est ça. Et je pense qu'il ne faut pas l'ignorer. Alors, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que vont montrer les études éco, mais c'est ce que dit la théorie de base. Et donc, je pense que la question de la migration est intéressante parce qu'elle nous force justement à questionner cette théorie ou cette représentation. D'accord ? Et si on ne le fait pas, en fait, implicitement, elle reste dans la tête des gens et ça reste le mécanisme que l'on attend. Alors pourquoi, si je prends par exemple le marché du travail, pourquoi ? Parce que sur le marché du travail, déjà, il y a de la discrimination, il y a une discrimination envers les étrangers, on le sait. D'accord ? Donc c'est quand même assez compliqué d'imaginer que c'est la personne discriminée qui va prendre la place de la personne qui n'est pas discriminée. Mentalement, il faut voir que c'est un petit peu compliqué, quoi. Et donc, déjà, on est sorti, vous voyez, de ce schéma avec cette offre et cette demande, parce que de fait, il y a plusieurs offres. Je veux dire, les gens ne sont pas vus de la même façon. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'ils soient discriminés, loin de là, c'est une abomination, mais de fait, on va avoir du mal à avoir ce raisonnement basique à partir du moment de la migration. Et puis l'autre chose, et vous le savez, c'est qu'une économie, c'est du chômage, mais c'est aussi des emplois vacants. Et c'est bien ça qui représente le mieux en fait l'économie, c'est qu'on a à la fois des emplois vacants et du chômage. Et ce qui se passe, et très, très majoritairement, et notamment en France, c'est que les immigrés sont dans les emplois qui sont justement réputés vacants. Et donc, typiquement, je ne sais pas, donc la force de travail, au sein de la force de travail, vous avez 10% d'immigrés. Au sein, par exemple, des employés de maison, vous avez 40% d'immigrés. D'accord ? C'est extrêmement polarisé, sur tous les métiers qui sont, tous les métiers évidemment du soin, du care, etc. Mais aussi, je dirais, les métiers de la restauration, tous les métiers durs, et puis traditionnellement le bâtiment, etc. D'accord ? Vous retrouvez là. Alors,
vous voyez bien que quand il manque quelqu'un, je veux dire, sur des postes de travail, sur des travaux qu'on ne veut pas faire, et ben finalement, le fait qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui prenne ce poste, et ben ça permet à d'autres de travailler. D'accord ? Vous avez un effet d'externalité que vous avez certainement, voilà, que vous enseignez certainement et qu'on peut illustrer très bien, je veux dire, avec le cas de la migration. Et un cas qui est très connu, c'était l'exemple des nounous. On s'est aperçu qu'aux États-Unis, les villes dans lesquelles il y avait une population immigrée plus importante, typiquement une population mexicaine plus importante, et ben les femmes, et notamment les femmes qui avaient un niveau d'éducation supérieure, avaient plus de facilité finalement à trouver des personnes pour garder leurs enfants, et du coup travaillaient plus. D'accord ? Donc les femmes dans les villes où il y a plus d'immigrés travaillent plus que celles qui ont un même niveau de qualification que celles qui sont dans le pays. Donc il ne faut pas juste prendre, vous voyez, le niveau de rémunération de la nounou, qui est de fait plus faible, mais il faut prendre l'externalité, c'est-à-dire l'effet que la présence justement de cette personne produit sur l'économie et donc ce supplément de revenus pour cette femme riche. Donc c'est un exemple, il y en a plein. Merci beaucoup. Si on prend de ce fait, maintenant qu'on a vu les effets sur les pays développés, si on revient aux pays émergents, aujourd'hui se développe, donc en Inde, je ne sais pas si Patrick, tu veux nous en parler, une relocalisation, une externalisation des services vers l'Inde. Et de ce fait, ça permet aux codeurs indiens de ne pas aller dans la Silicon Valley, de rester en Inde, maintenir ainsi des talents en Inde, des capitaux, et attirer éventuellement des capitaux. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ça et puis après voir si on peut étendre ce modèle au reste des pays émergents? Oui, il y a deux choses dont on n'a pas parlé encore. Donc, je réponds d'abord à ta question. Effectivement, les services informatiques en Inde représentent 10% de l'emploi. C'est 2,5 fois plus qu'aux États-Unis, donc c'est extrêmement développé. Et ils grandissent beaucoup. Il y a beaucoup d'investissements directs, de localisation d'entreprises. Et c'est des services assez sophistiqués. C'est pas des call centers. C'est plus des codeurs. Et c'est même maintenant de l'informatique de haut niveau, quoi. Et effectivement, ça permet de maintenir cette population. L'Inde, c'est un marché du travail très bizarre. Il y a 20% de la population qui est très qualifiée et il y a 45% d'illettrés, ou de gens qui n'ont pas fini l'école primaire. Et donc, ça permet de maintenir la partie de la population qualifiée en Inde, quoi, je veux dire. Donc, c'est une stratégie assez intelligente. Et puis, la seconde chose dont on n'a pas parlé, c'est les rémittances. C'est l'épargne de la population immigrée qui retourne vers les pays. Et on sait que ça joue un rôle considérable dans le revenu et dans les capitaux qui sont disponibles pour certains pays émergents. Le Mali, la Tunisie. Les Philippines, la Tunisie et traditionnellement, d'ailleurs, ça a beaucoup baissé, la Turquie, avec les Turcs immigrés en Allemagne. Et c'est un niveau macroéconomique. C'est une forme. Pendant un moment, ça a beaucoup baissé. En Turquie, c'était les premières entrées de capitaux. C'était les entrées de capitaux les plus importantes. C'était l'épargne des Turcs émigrés à l'étranger qui étaient réinvestis dans le système financier turc. Et est-ce qu'on pourrait étendre ce modèle à d'autres pays ? Oui, parce que donc l'histoire des codeurs en Inde, c'est une histoire fabuleuse. Lisez le livre de Anish 2006, je pense, qui s'appelle Virtual Migration. Donc c'est un livre qui est issu de sa thèse qu'il a fait à Princeton, lui-même étant indien, et il s'est intéressé justement à cette population de codeurs restés en Inde et employés par la Silicon Valley. Et en fait, leur nombre a très fortement augmenté à un moment, alors je ne sais plus exactement la date, où il y avait une restriction en fait de nombre de visas. Donc la Silicon Valley ne pouvait plus finalement faire venir ces Indiens, donc il les a employés à distance, d'accord. Et donc il y a tout un monde qui s'est créé, et puis c'est vrai que c'est un écosystème, etc. Et ce machin-là est revenu en fait comme une bombe au moment du Covid, quoi. On a eu beaucoup de gens qui ont télétravaillé, qui continuent à télétravailler, et puis on s'est dit finalement pourquoi pas télétravailler à distance, quoi. Et ça change, le modèle change complètement, et cette notion de virtual migration, c'est de migration virtuelle,
elle se fait. Parce qu'aujourd'hui, à Paris, potentiellement, on va pouvoir embaucher. Alors, Capgemini l'a fait, etc. Après, ça n'a pas été forcément des succès incroyables. Mais on s'est dit à un moment, on va pouvoir embaucher à l'étranger. Et du coup, vous voyez, le marché du travail pertinent ne devient plus votre zone urbaine, c'est plus Paris, ou la Défense, je ne sais pas quoi, mais c'est potentiellement le monde entier. C'est-à-dire qu'il met en compétition, vous voyez, les jeunes Parisiens au monde entier, au talent du monde entier. Donc on s'est dit alors là qu'il y aurait potentiellement un changement complet en fait non seulement de la migration qui deviendrait virtuelle, c'est juste on transfère ses capacités alors qu'on ne bouge plus physiquement, mais en plus toutes les règles du marché du travail auraient pu changer potentiellement. Jean-Christophe ? Oui, alors sans nier l'importance de ce phénomène, c'est aussi quelque chose qu'il faut quand même relativiser dans le sens où ça n'empêche pas forcément l'importance des flux migratoires, enfin, notamment, si on prend l'exemple de l'Inde, qui perd un nombre considérable et croissant de ses infirmières et de ses médecins, notamment vers les pays qui les accueillent le plus largement, notamment le Royaume-Uni. L'an dernier, c'est 600 000 entrées au Royaume-Uni. C'est une migration nette de 600 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est absolument considérable. Et évidemment, c'est lié au Brexit, mais c'est principalement justement des migrations qui sont venues d'Inde, du Pakistan un petit peu, évidemment d'autres pays également. Mais donc à la fois, on a effectivement ce phénomène d'internationalisation de certains types de services, mais on a en parallèle la persistance de flux migratoires extrêmement importants, hautement qualifiés, vers le Canada, qui a des niveaux d'immigration absolument records en 2022, vers l'Australie, qui essaye de diminuer la part de la migration asiatique, mais qui a bien du mal, vers le Royaume-Uni, vers qui ça explose, vers les États-Unis, qui reste la première destination de grand nombre de ces personnes. Et donc, en réalité, la question se pose quand même de savoir si ça peut devenir un modèle. Alors, il y a un certain nombre de pays de l'OCDE qui surfent un peu sur cette vague-là et qui ont développé ce qu'on appelle Digital Nomad Visa, c'est-à-dire des visas qui permettent aux gens d'habiter à un endroit, des gens d'un pays A, d'habiter dans le pays B tout en travaillant dans le pays C. C'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir un titre de séjour sans activité économique, pour peu qu'on ait un contrat de travail avec un autre pays. Alors typiquement la Grèce, l'Espagne, beaucoup de pays des Portugal, beaucoup de pays des Caraïbes qui ont développé ce type de visa. C'est quand même des phénomènes qui sont marginaux. Pourquoi ? Parce que aussi le télétravail, et a fortiori le télétravail international, a beaucoup, s'est beaucoup développé, mais rencontre aussi des difficultés et des limites. On a tous expérimenté, je pense aussi pendant la période Covid, c'est difficile d'avoir la totalité de sa force de travail qui est à distance pour une période extrêmement longue, sans possibilité de venir, au moins temporairement, pour des réunions d'équipe, pour un certain nombre d'activités en commun. Et donc, tout n'est pas transférable de cette manière, mais c'est vrai, par exemple, qu'aux États-Unis, notamment en tout ce qui concerne si on prend l'exemple de la médecine, les radiologues, donc il y a une partie de l'offre de radiologie qui est en Inde maintenant. Donc on envoie les radios le soir de Los Angeles ou de New York, et c'est traité en Inde, et le lendemain matin on récupère voilà, il y a tout un tas de choses qui sont délocalisables comme ça, mais ça a sa limite. Et pour l'instant, je ne pense pas que ça se substitue à des migrations, disons, en personne, et y compris de personnel hautement qualifié. Oui, mais d'ailleurs, aux États-Unis, qui est le pays où la population travaillant dans les services de nouvelles technologies, au sens large, est la plus importante, c'est 4% de la population. Et donc ça reste quand même un petit secteur par rapport à l'ensemble de l'économie américaine. Et donc effectivement, on a besoin physiquement des infirmières, et on peut délocaliser un petit nombre de tâches, quoi. Mais c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a des pays comme l'Inde se spécialisent quand même dans
augmenter considérablement ce type d'emploi. Merci beaucoup. Nous avons essayé de vous donner le maximum de pistes pour que vous puissiez ensuite continuer à réfléchir sur ces sujets, sachant que les publications de Patrick, de Hippolyte et de Jean-Christophe sont sur leur site internet respectifs et en plus des livres qui sont à votre disposition. Merci beaucoup. J'ai pris les questions qui étaient sur les tablettes. Désolée de ne pas avoir pu prendre d'autres questions dans la salle. Merci beaucoup.